Corentin. Bon, on lance. Ah, on lance. Allez hop, vas-y. Ah bah tu fais Yeah. pile au moment. Bonjour tout le monde. C'est l'atelier de Damien et puis c'est moi qui vous dis bonjour, mais je parle 2 minutes parce que vous avez suivi qu'on est quand même réunis par un heureux moment. C'est une accréditation, un diplôme, c'est ce qu'on veut, c'est une fête. C'est un moment de transition où c'est la reconnaissance d'un boulot et d'une expérience, d'une aventure aussi, parce que voilà, une aventure pour tous les deux. Toi, tu passes de l'autre côté de sa petite frontière qui est les diplômés en permaculture. Moi, je le suis depuis pas si longtemps. C'est la première fois que je vais diplômer quelqu'un. Et puis c'est assez sympa parce que le co-diplômant, c'est Pascal qui lui-même m'a suivi quand moi j'étais dans la position. Donc voilà, il y a une espèce de passation. Enfin voilà, on est dans des moments qui font plaisir, qui comptent aussi. Qui sont pas tout simples, c'est un vrai enjeu pour notre mouvement, cette histoire de diplôme. Hier soir, on avait un petit cercle de diplômés, et puis, je veux dire, comme toujours, est revenue cette immense question de les critères sur le diplôme, et puis on en a discuté, et puis c'est délicat, et puis c'est vachement subtil, parce qu'à la fois, on a un besoin de précision, on a un besoin de justice entre tous les diplômés. On a cette envie, depuis longtemps, de continuer à renforcer le mouvement, de renforcer sa crédibilité. Et puis, il y a toujours le moment où on se dit « Oh là là, mais on pinaille avec des critères ». Et puis, Steve nous fait une grande sortie géniale sur « c'est le cœur qui compte ». À un moment, le but, c'est on n'a pas besoin de mettre des gens dans des cases, il faut les connaître. Et c'est un aller-retour entre tout ça. Décider à quel moment quelqu'un est prêt pour faire un prof de perma, un designer permaculturel, vu que notre projet, c'est de faire tout sauf de l'uniformité, mais toujours de la diversité, ben, c'est pas évident. On ne peut pas mettre un standard. Si les gens qui passaient ce diplôme se ressemblaient, ce serait le plus grand échec de la permaculture. Donc c'est toujours une question, d'autant qu'il ne nous aura pas échappé que pour faire un permaculteur, il faut au moins une vie, voire 2 ou 3. Et donc au bout de quelques années, eh ben, on est en cheminement. Et donc à quel moment dans le cheminement on pose cette marque-là qui est le diplôme? C'est un truc qui nous demande pas mal d'échanges, de débats en interne et je crois qu'on arrive bien à faire. En tout cas, moi je suis super content des largement 3 ans qu'on vient de passer parce qu'en fait, à la base, c'est un travail, puis ça devient une collaboration et c'est une rencontre. Et je vais dire, aujourd'hui on le dit officiellement, mais ça fait un moment qu'on se sent collègues et copains, en plus de bosser ensemble. Donc voilà, je suis très très content d'être là aujourd'hui pour que Damien nous présente son travail. Vous dire aussi qu'il y a plein de vertiges autour de tout ça. À un moment, il y en a qui ont dit hier, mais c'est un peu du pinaillage de vouloir rentrer dans les détails de l'organisation, machin, de nos structures, alors qu'il y a l'urgence partout. Bien sûr, ouais, il y a des fois des vertiges, on se dit il faut être tous machin super mobilisés. Mais il faut quand même qu'on se rappelle un de nos principes, quoi. C'est des solutions petites et lentes, à gradation. Le mouvement perma, il grandit doucement. Et un des buts essentiels de ce diplôme, c'est de garantir qu'on se donne du temps pour se donner de l'expérience, pour vivre plein de choses, et que les gens qui représentent notre mouvement, eh ben, ils ont acquis plein d'expériences concrètes, ils ont vécu plein de choses, ils ont une certaine maîtrise des concepts et de toute la diversité de la perma. Et que ça demande du temps, et c'est ça aussi notre garantie de qualité, d'avoir un rapport au temps. Et donc, moi je ne crois pas du tout que ce soit futile de chercher le bon équilibre dans cette lenteur qui est d'aller vers une maîtrise de la perma. Comme tous les diplômes, un diplôme c'est un aboutissement et un début. Et voilà, je pense que ça va être le début d'une jolie aventure. En tout cas, moi je sais que c'est l'aboutissement de 3 belles années. Et surtout, je laisse Damien vous raconter qu'est-ce qu'il a fait donc dans ce diplôme de permaculture appliquée depuis 3 ans. Bravo et merci à toi. Merci. Je ne sais pas si tu veux dire un mot ou tu le dis à la fin. Bon. Je récupère le micro. Excuse-moi. Voilà. Je récupère cette petite bête et un micro. Je suis en train de filmer l'accréditation parce que je vais vous présenter tous les travaux que j'ai fait, réalisés ou autres sont tous en ligne sur mon site internet pour que ça puisse inspirer les futurs permaculteurs en herbe, même si on ne rentre pas dans le cursus DPA, un petit peu l'ensemble des travaux. Donc ça aussi, ça sera en ligne. Voilà, je trouvais ça sympa. Alors voilà, je suis super content et un peu ému d'être là aujourd'hui. Comme Gildas l'a dit, c'est 3 ans de travail
même un peu plus avec GITAS, mais c'est un travail beaucoup plus lointain que ça aussi. Donc ce que je vais faire, je vais me présenter rapidement le parcours et qu'est-ce qui m'a amené à la permaculture, le pourquoi je me suis engagé dans le DPA. Brièvement, un balayage du portfolio, c'est-à-dire tous les différents travaux ou écrits que j'ai faits, avec certains zooms sur les points qui me paraissent le plus importants. Parce que résumer plusieurs années de vie et de conception en 1 heure, 1 heure et demie, voilà, si on détaille tout, on n'en finit pas. Et il y aura tous les autres travaux en ligne. Alors, rapidement, de base, je ne suis pas du tout permaculteur. Je ne suis pas du tout presque en connexion à la nature. De base, je suis de terminale électrotechnique, d'un CAP en menuiserie d'agencement. D'être passé assistant d'éducation, assistant pédagogique, moniteur éducateur au papillon blanc pour les adultes handicapés, en passant par une capacité en droit et en faisant plein de choses, en fait. Plein de choses différentes, plein de choses parce que j'étais en train de chercher, toujours en train de vouloir découvrir d'autres choses. Et en parallèle, ça c'est le parcours professionnel, en extra pro, j'ai rencontré mon épouse, Patricia. Voilà, qui était mon premier professeur de jardin. C'est-à-dire que moi j'étais entouré que de cailloux et on s'est mis ensemble et j'ai commencé à faire le jardin avec elle. Donc c'était ma porte d'ouverture, on va dire, à la nature. Et du jardin est venue l'apiculture. Voilà. Je suis apiculteur aussi depuis 12 ans. Et l'apiculture, elle m'a vraiment ouvert au cycle de la nature. C'est un des écrits que j'ai fait, je ne vais pas tout détailler dessus. Mais à force de regarder la nature, je me suis aperçu que l'abeille, elle sortait à tel moment de la journée et pas à d'autres. Elle allait sur telle fleur à tel moment, à tel mois et pas à d'autres. Ah tiens, cette année, elle est là, alors d'habitude, c'était au mois d'août. Là, on est au mois de juillet. Pourquoi elle est déjà dans ces fleurs-là? Donc ça m'a éveillé à l'écoute de la nature, à leur système, jusqu'à aller écouter leur bruit, etc. Et donc, on faisait de l'apiculture traditionnelle. Vous savez, où on est content en faisant des beaux articles en disant « Notre rucher marche bien, on a fait 350 kilos de miel ». Et ce qu'on ne savait pas, c'est quand on était animateur de rucher école, on savait qu'il y avait 10 abeilles qui étaient mortes de faim dans le rucher école. Et ça, on ne le disait pas dans les gros titres de journaux parce que ce n'était pas très très vendeur. Donc la première, on va dire, inadéquation avec le système classique a commencé un peu là. Et donc de là, on est venu à chercher d'autres façons de cultiver, d'autres façons de vivre, et une autre façon aussi de créer notre profession. Et dans un festival proche de chez moi qui s'appelle le Festival des Verts Solidaires, j'ai bien dit solidaire, pas solitaire, qui est un de nos partenaires, on a croisé une connaissance de Patricia, mon épouse, et qui nous a dit « Ah, dis donc, votre nouvelle inspiration, enfin, vos vies, vos attentes, vos besoins, il y a un mot là, que j'ai entendu parler, ça s'appelle la permaculture, mais par contre, je ne vais pas t'en parler. Alors, va chercher par toi-même et puis débrouille-toi. » Et ça, c'était en 2011. Donc, ça date un petit peu. En 2011, je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, la permaculture, on a plein de livres, on a plein de choses. En 2011, pour quelqu'un qui ne parle pas un seul mot d'anglais, à part Introduction de Lynn Mollison par Pascal Eco, en gros, qui était un des premiers ouvrages, et les livres de Fukuoka, voilà, j'avais pas trop. Donc j'ai fait un peu de manière, on va dire néophyte, autodidacte, plein de choses, en pensant que c'était vraiment du jardin, comme beaucoup, au démarrage. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, ça, c'est bien, je fais des erreurs, tout ça, mais il faut que je rentre dans le concret et que je rencontre des gens qui ont fait. Et donc j'ai passé le pas et j'ai fait mon premier CCP, cours de conception en permaculture, cours certifié en permaculture, en 2013. Je suis sorti de ce CCP le 29 juin et le 14 juillet de la même année, j'ai créé mon asso Permapi en me disant j'ai trouvé ma voie avec la permaculture, tous ces bagages que je voulais parler de capacité en droit, de menuiserie, etc. J'arrivais à tout ranger dans une mallette, un peu. Je n'aime pas rentrer des cases, mais en fait, je trouvais un domaine où je pouvais tout mettre en œuvre et avec une éthique assez forte derrière. J'ai créé mon asso Permapi. Je suis devenu correspondant local Brin de Paille et l'aventure permacole a commencé là. J'ai commencé à faire plusieurs projets, mais malgré tout, ce parcours DPA, je n'ai pas commencé tout de suite. Au début, ça me paraissait un peu flou et fastidieux. Donc j'ai attendu de faire mes premières armes, de faire des premiers projets, etc. Je suis rentré un peu en contact avec plusieurs personnes, dont Pascal au début, parce que par Brin de Paille, c'est un des premiers interlocuteurs. Et
au bout de 2 ans, en 2015, je me suis dit, ben, je veux rentrer dans ce système de ce qu'on appelle le DPA, l'accréditation permaculture appliquée. J'ai contacté Gildas, on a eu des échanges mails avec des questions pour voir un petit peu où j'en étais. Et on a vraiment commencé le parcours dans un chantier participatif. C'est-à-dire que régulièrement, j'ai été chez Gildas et Claire aller bûcheronner, faire des clôtures à moutons, etc. pour mettre en place ce parcours. Ce parcours, comme Gildas le disait, je vais remettre un coup là-dessus, mais c'est important. C'est pas on marque le nom de diplôme. C'était une discussion que j'avais tout à l'heure. Diplôme, accréditation, diplôme. Pour vous, ça vous fait sonner quoi le mot diplôme en France? Université. École, université. Comment? Élitisme, éducation nationale, etc. Le mot accréditation, moi ça me fait penser au COFRAC, Bureau Veritas, etc. Vous savez, des accréditations qualité. Bon, bref, mais en gros, le mot, on s'en fiche. Moi, comment j'ai vu ça? Le DPA, c'est un parcours personnel. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de me faire épauler par des personnes qui ont déjà fait plus, qui ont été aussi épaulées et garder cette éthique de la perma, et d'aller plus loin et de se pousser. Moi, c'est ça que je retiens de ce parcours. C'est de ce parcours, je serais resté avec mon petit CCP de base, je serais toujours en train de passer de la grelinette dans mon jardin et me dire que je fais de la permaculture. D'être entré là-dedans, j'ai compris que c'était beaucoup plus vaste, que c'était la conception, que c'était de l'humain. Et voilà, on m'a poussé à faire des écrits, à retranscrire par écrit. Faire, c'est une chose, mais retransmettre par écrit des dossiers, des articles de ce qu'on a fait, c'en est une autre. Et après, d'aller un peu plus loin. T'as fait ça, mais ça serait bien. Ah ça c'est bien, t'as fait bien le jardin, comme Gildas, mais l'énergie, tu penses aussi un petit peu dans ta maison. Et puis Pascal qui dit, ouais, c'est bien tout ça, mais tu es sur un design, est-ce que tu peux pas voir un peu plus à grande échelle? Donc voilà, ça va toujours penser à aller plus loin pour voir enrichir la conception. Et pour moi, la permaculture, moi là je suis tout seul à vous présenter la perma, mais tout ce parcours-là et les conceptions web, ça se fait pas tout seul, à mon sens. C'est pour ça que là j'en profite pour remercier toutes les personnes, Gildas, Claire aussi, Pascal, Patricia, mon épouse, qui m'a plus qu'aidé. Toutes les personnes qui m'ont aidé par l'assaut Permapi, par les rencontres, par les stages que j'ai faits, des personnes qui se sont intégrées, qui m'ont aidé. Ça est passé des architectes aux passionnés, à tout, enfin voilà, une foultitude de personnes qui m'ont aidé là-dedans. Donc voilà, je ne vais pas parler plus de moi, mais c'était pour un peu situer l'état d'esprit dans lequel on a démarré le parcours. Alors, j'ai donc créé en 2013 l'assaut Permapi et en 2016 un organisme de formation qui s'appelle Ma Vraie Nature, avec lequel je fais des initiations à la permaculture, des stages d'apiculture, etc. Et donc sur ce site, mavraienature.fr, vous pourrez retrouver tous les documents que je vais vous survoler en détail et vous aurez le temps de lire tout ça. Et il y aura des vidéos complémentaires. Donc là, je vais vous survoler rapidement ce qui s'est passé. Donc, bon, j'ai fait un livret parcours, c'est juste pour faire voir tout ce qui a été mis en place, au point de vue atelier, les formations, avec Doherty, avec Ferme d'Avenir, etc., etc. Ensuite, ça, je reprends un petit focus dessus. Le design, lieu dit derrière les jardins, c'est mon habitation, notre lieu de vie, la conception de notre lieu de vie en permaculture. Ce lieu on est ensemble avec Patricia dedans depuis 2005. On a fait un pré-design en 2011, enfin un premier design en 2011, un deuxième en 2013 qu'on a réactualisé en 2017 pour plein de raisons différentes. Ensuite, le soleil fleuri. Celui-là, je ne vous présenterai pas là aujourd'hui, mais vous aurez de quoi lire. J'ai fait un petit article. Là, c'est un lycée agricole qui est juste à côté de chez moi. Lycée donc agricole, avec 3000 m² de maraîchage biologique, où les élèves ne mettent pas un seul pied dans le jardin, parce que ce n'est pas dans leur référentiel pédagogique. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça un petit peu à non-sens. Et donc j'ai décidé, avec mon asso Permapi, de mettre en place un projet permaculture avec les lycéens. Au début, on m'a dit « Oh, les lycéens, ils feront rien, ou ils s'investiront pas. Par contre, s'ils viennent avec vous, ça sera sur leur temps libre. » Donc tout le monde n'y croyait pas trop. Et pour finir, j'ai eu une armée de 6-7 adolescents qui, un mardi sur deux, sont venus mettre en place ce jardin, là en l'occurrence, mais ils ont eu une partie comme une mini-initiation. C'est eux qui ont fait les plans, c'est eux qui l'ont mis en place, c'est eux qui l'ont présenté. Et ce qui est super, c'est que nous, on s'est mis en recul, c'était vraiment le projet des élèves, c'est qu'ils ont eu l'opportunité de le présenter dans le cadre des initiatives régionales pour l'environnement.
Et quelques mois après, ils ont été appelés à Amiens et la région a remis un trophée aux élèves pour leur initiative pour montrer la permaculture au point de vue de l'éducation. Donc voilà, moi c'est d'avoir embarqué des ados pendant plus d'une année et surtout dans les filières lycée agricole, pour moi c'était une bonne chose dessus. Donc voilà, il y a un petit article que j'ai rédigé plus un reportage vidéo qui est sur le site qui présentera tout ce projet. Le jardin des Marcus, petit jardin de 150 mètres carrés où on a mis en place une conception en permaculture qui mélange la LPO et du jardinage et de la coopération et de l'incroyable comestible. Un projet qui a été inauguré en 2017 qui aujourd'hui est un peu un statu quo parce que la personne propriétaire n'a pas continué trop l'engouement. En tout cas, le projet a été lancé. Donc voilà, là c'est un petit village urbain. Ce qui était sympa, c'est qu'on l'a inauguré lors des RNP 2017. Et pour la petite anecdote, on a fait un jardin partagé communautaire d'échange et de partage sur le terrain de l'ancienne banque de Coucy-Château qui avait été explosée 100 ans avant pendant la guerre. Donc il y avait aussi un truc historique derrière ça. Ensuite, poussé un peu aussi par mes tuteurs, on s'est donné le défi de se dire d'aller voir un peu plus grand, d'un design d'un plus grand espace. Donc moi, mon design est sur 1,5 hectare. 1,5 hectare, c'est bien. Mais là, moi, j'ai décidé d'aller voir un cultivateur que je connais un peu, qui est déjà dans une bonne démarche. Et j'ai essayé de réfléchir sur, on va dire, la transition écologique avec un design en permacolle, inspiré de la permaculture, pour la transition écologique de ces 90 hectares en polyculture élevage. En 2017, il y en a quelques-uns, je reconnais quelques têtes qui y étaient, avec Permapi, on a co-organisé les rencontres de permaculture. Donc voilà, c'était aussi un sacré passage dans tout ce parcours. Et j'ai rédigé un petit ouvrage aussi, un petit article de quelques pages sur l'abeille et la nature et ce qu'elle m'avait enseigné sur la permaculture. Pour moi, l'abeille, c'est hyper important dans le système, dans l'écosystème. Elles m'ont éveillé vraiment à beaucoup de choses et j'ai collé un peu les principes de la permaculture avec les principes de fonctionnement d'une ruche et d'un rucher. Ça va? Ouais. Je vous cherche pas? C'est bon? Alors là, je vais vous faire quelques focus sur quelques documents. Notamment sur l'abeille, mais très rapidement. Hop. Oui, peut-être que je duplique, ça ira mieux. Comment je fais? Voilà, j'ai écrit ce petit. Vous trouverez sur l'ensemble du portfolio ce petit écrit sur l'abeille et la permaculture. Alors, c'est pas un livre, un e-book, on va dire, sur comment. C'est pas des techniques sur l'apiculture, mais c'est plus sur la philosophie, l'enseignement, l'autre façon de voir l'apiculture. L'apiculture traditionnelle qui extrait le miel à fond. Moi, je suis toujours en ruche d'Adam. Alors, je sais pas s'il y a des apiculteurs dans le coin. On me dit souvent pourquoi tu n'es pas en ruche varée. Pourquoi je ne suis pas en ruche varée? Parce que j'ai récupéré des ruches d'Adam qui étaient peuplées et j'ai continué à peupler. Sauf que mes ruches d'Adam, ils ont une partie de leur cire qui est de la cire naturelle, des pins naturels, et ils ont au minimum une hausse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, une ruche c'est un corps, une hausse qui est un grenier, et c'est normalement ça que l'apiculteur récolte pour faire son miel. Moi, dans le rucher, ils ont toujours une hausse en permanence, ce qui fait qu'ils ont toujours à peu près une quinzaine, une vingtaine de kilos de miel. Pour passer l'hiver. Et moi, je récolte que s'ils me font quelques cadres dans une hausse supplémentaire. Donc, c'est plus de l'apiculture de conservation maintenant, plutôt que d'extraction. Mais n'empêche que c'est un rucher qui se stabilise depuis maintenant 10 ans, avec des abeilles en bonne santé. Et surtout qui ne mangent pas du sucre candi l'hiver, alors qu'on leur a pillé tout le miel avant. Voilà. Alors, le petit zoom que je vais faire, parce qu'on est en train de parler de la permaculture, quand même. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qui est affiché parce que ça a l'air un petit peu flou la définition. Mais en gros, j'ai fait un zoom sur l'abeille et l'apiculture par rapport aux principes. Donc j'ai repris les principes un par un, comme elle crée une production de miel, elle applique l'autorégulation, c'est-à-dire que l'hiver elle réduit sa colonie pour
pouvoir avoir ce qu'il faut pour nourrir tout le monde. Elle va toujours aller au plus court, donc toujours en circuit court. Même s'il y a beaucoup à manger dans les 3 ou 4 km, si elle a tout ce qu'il faut dans les 500 mètres, elle ira toujours au plus court. Elle part d'une structure d'ensemble pour aller au détail par rapport à la structure de leur fabrication des pains de cire, etc. Les matériaux de cueillette, etc. Ça, c'est hyper important. Je vous dis, moi, c'est ça qui m'a fait l'éveil à la nature. Se connecter à une ruche, aller voir derrière une ruche, aller écouter leur bourdonnement, aller sentir les fleurs qui vont butiner, aller voir leur cycle, c'est vraiment être connecté, pas à l'horloge de la montre, mais vraiment à l'horloge solaire et à tous les rythmes de la nature. Donc voilà, il y a ce petit livret qui fait à peu près une dizaine de pages, assez facile à lire, pour transmettre un petit peu cette connaissance. Ensuite, le design un peu plus important. Que j'ai présenté en 2017. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon? Okay. Voilà, design de mon lieu. Donc oui, je ne vous ai pas dit où j'étais, au fait, dans ma présentation. Je parle. J'habite dans l'Aisne, proche de Soissons. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. À 1h30 au-dessus de Paris. Donc près des Ch'tis, à la frontière des Ch'tis. Ch'tis aussi, voilà. On est quand même quelques-uns dans le coin, mais peu. Un peu à se réunir, mais en tout cas ça bouge de plus en plus. Et c'est vrai que c'est un milieu qui est très très basé sur de l'agriculture intensive et les cultures de betteraves, etc. C'est plus le schéma d'aujourd'hui. Alors mon lieu, je ne vais pas tout vous faire dans le détail, mais assez rapidement. C'est un lieu, je vous dis, qu'on est depuis 2005, qu'on a fait un premier design en 2011. Donc voici la vue aérienne. Alors vous voyez pas grand chose, hein, je pense, je sais pas. Ça va à peu près. Donc c'est un terrain d'1,5 hectare en tout, avec une grosse partie ici qui est une partie boisée, la maison d'habitation qui est ici. C'est mieux? C'est la lumière qui gênait un petit peu. Donc quand j'ai fait mon premier design, on était propriétaire avec Patricia que de la moitié de ce terrain-là. C'était en indivision. Donc j'avais fait mon premier design, tout bête. Comme c'est bien marqué dans les livres, vous savez, avec les zones 0, la 1, la 2, la 3, tout qui marche bien et les uns après les autres. C'est-à-dire ce qui n'est pas vraiment dans la réalité normalement de la conception. Donc j'ai fait tout ce design-là. Et Gildas, ça le fait toujours un peu rire quand il voit mes dessins. Enfin, il aime bien. Je ne suis pas pour l'instant un super crack du dessin ou de la DAO. Ces dessins-là, je ne sais pas comment vous les trouvez. Explicite. Est-ce que vous savez avec quoi c'est fait? Avec Paint. Voilà. Géoportail pour la vue aérienne et les cadastres et Paint. C'est gratuit, c'est dans tout ordinateur. On n'a pas besoin d'être un super dessinateur, il faut juste s'exciter sur la bombe si on veut faire une forêt. Mais sinon ça marche très très vite. En tout cas, ça suffit largement pour défaire ça. On n'a pas besoin d'être forcément un super dessinateur. Même un bon dessin en feutre, ça peut le faire. C'est tout de savoir transmettre les idées qu'on a. Donc voilà, j'avais implanté mes petites choses, etc. Et chose qui se passe, c'est qu'en fin 2012, après avoir fait ce beau design, on a eu l'opportunité d'acheter la totalité du terrain. Parce que la personne d'à côté est partie. Alors là, passer de la moitié d'1,5 hectare à 1,5 hectare complet et tout repenser, ben, c'était une autre paire de manches. C'est-à-dire qu'il a fallu tout gommer un petit peu et reprendre le design sur cet 1,5 hectare complet. Donc voilà, là, celui que je présente vraiment dans ce dossier et qui est sur mon site, il y a certains passages que je vais vous passer assez rapidement, c'est sur la période 2012 à 2017, je pourrais faire une extension jusqu'à aujourd'hui, 2019, où je suis les principes de base de la permaculture, la présentation, l'auto-interview, je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler des méthodes Obredim. Non? Ou ça viendra. Voilà, ça viendra. Donc voilà, petite présentation. Donc c'est Patricia et moi, vous nous reconnaissez bien. C'est une photo de nous dans le jardin. Où moi voilà, je suis dans la formation et mon épouse est plus dans le développement personnel. Donc on a le côté permaculture, nature, etc. et le côté permaculture humaine qui sont reliés également à ce terrain-là. Donc on a fait un design comme si on le faisait pour un client, une personne, c'est-à-dire qu'on s'est auto-interviewé. C'est-à-dire que normalement on commence toujours par demander à la personne qui nous appelle
c'est quoi les besoins, les objectifs, etc. Ben, on s'est auto-interviewé, on s'est auto-posé des questions. On n'est pas schizophrène, je vous rassure. Hein, on n'était pas devant un miroir à se parler tout seul. Donc on a vu tous les buts de nos projets. Donc c'était de tendre vers l'autonomie, d'avoir un lieu de préservation de la biodiversité, un lieu d'expérimentation, témoin, un lieu de partage et montrer que la permaculture, c'était pas que du maraîchage, c'était pas que des fermes, mais c'était aussi des lieux de vie. Des lieux où ça n'a pas forcément besoin de ressembler à un jardin mandala ou avec des courbes, mais ressembler à ce que nous, on a à l'intérieur et qu'on a envie de transmettre et d'écrire et notre façon de travailler. Donc ça c'est important aussi. Et donc voilà, on a fait nos projets, nos objectifs. Ça je vous passe rapidement. La fameuse méthode Obredim. Il y en a qui connaissent pas du tout Obredim? Ouais. Rapidement, c'est une méthodologie de conception qui passe de l'observation aux bordures, aux facteurs limitants, aux ressources, à l'évaluation de tout ça, à la mise en dessin, en plan, à l'implémentation jusqu'à la maintenance du lieu, et ainsi de suite. C'est juste une étape, une méthodologie de travail à suivre. C'est pas la seule à suivre, hein, et ça n'est pas lié de la permaculture. Je crois que le Bredim est né du génie civil, si je ne me trompe pas. Mais on a utilisé cet outil-là pour faire de la conception, tout simplement. Mais on n'est pas obligé tout le temps de suivre cette méthodologie-là. Donc voilà, en gros, les observations, ben, ça part de loin, très très loin. Là, on est en vue vraiment très aérienne. Pourquoi j'ai mis cette vue aérienne? Là, vous ne voyez pas très bien avec la définition, c'est dommage. Mais là, c'est où j'habite. Et est-ce que vous voyez qu'ici, on voit que des carrés de couleur orange et verte? Vous savez, alors ça, c'est 1 km, le petit trait là. Tout ça, c'est le grand plateau céréalier de Soissons. C'est de l'open field. Champs de monoculture, sans buissons, etc. Regardez la superficie. Voilà, c'est plus que colossal. Bref. Après, les secteurs avec qu'est-ce qui entoure le terrain, les courbes, les reliefs, l'eau qu'il y a autour du lieu, l'analyse sectorielle avec les impacts du soleil, le vent, etc. Identifier toutes les zones de vent, les poches de gel, les zones d'ensoleillement de mon terrain. Tout ça, c'était une année d'observation complète en 2012. L'observation par rapport à ce qui peut impacter mon terrain. C'est-à-dire qu'une fois, on m'a dit, oh, bah, ton terrain, c'est un peu le dernier village gaulois, comme dans Astérix. C'est-à-dire que moi, je suis là, et là, bah, c'est du conventionnel, pas conventionnel, hyper intensif, ou quand moi, je suis en train d'élaguer mes arbres, d'autres viennent les déchiqueter tout simplement pour faire à peu près le même travail. Donc, voilà, c'est là l'implantation du terrain. Après, les analyses du sol, le climat, les bâtis, tout l'existant, les plantes spontanées, etc., etc., tous les ressources potentielles, l'évaluation des choses en place et qu'on veut mettre en place, avec l'élément, il a tel besoin, il peut nous produire ça, il a telle limite, il peut avoir telle interaction avec quelque chose d'autre dans le terrain. Donc, etc., etc. Pour ça, je ne vais pas vous passer tous les tableaux. Je reviens un peu sur mes abeilles, avec ce petit tableau que j'ai créé. Je veux dire, souvent, on implante des abeilles un peu partout, mais on oublie de se dire, est-ce qu'ils ont assez à manger autour? Donc ça, ce petit tableau, c'est tous les essences que je trouvais autour, aubépines, etc. Là, c'est l'intérêt apicole, le pollen, le nectar, la propolis, le miellat. Et là, c'est de janvier à décembre et surbriller l'endroit où c'est bénéfique pour les abeilles. Donc là, ça devient un petit un graphique. Et là, tu vois, en fait, ça ne sert à rien que je replante quelque chose ici, parce qu'ils ont déjà bien à manger. Par contre, là, la carte, elle est blanche. Donc, qu'est-ce que je pourrais trouver qui fleurit à l'automne ou au début du printemps pour leur donner à manger? Tout ça, voilà, pour moi, c'est en plein ça dans la conception aussi permacole. Donc, toujours avec les boutons, etc., que je devais mettre en place pour tout ça. Les moutons d'Ouessant. Et avec le nouveau design, en 2013, celui-ci, où on a fait le zonage de 0 à 5, avec les choses à implanter. C'est toujours avec Paint, hein. Ça marche bien, hein, Paint, hein, je vous assure. Voilà l'implémentation de toutes les choses. Moi, plutôt que de grands discours, là j'en fais beaucoup, et de grands écrits, pour parler de l'implémentation, j'ai fait des photos. Parce que c'est bien d'en parler, mais de le voir, c'est toujours un peu plus vivant. Donc il y a la mise en place par des chantiers WOD de nos jardins en lasagne,
de nos poules qui nous aident, bien tête baissée aussi, à préparer tous les espaces. Voilà, toute l'évolution du terrain petit à petit, des bandes de culture, de la serre auto-construite, les petits moutons mis en place, le rucher, les abeilles. Et voilà, ça ressemble un peu plus à ça aujourd'hui, par rapport aux toutes premières photos que vous avez vues au démarrage. Alors, l'implémentation, c'est bien. Après, il y a tout le côté production qu'on fait également. C'est-à-dire que même si ça ne tourne pas qu'autour du jardinage, etc., le but d'un lieu, c'est quand même qu'il obtienne des productions, qu'on ait une autonomie alimentaire. C'était un de nos objectifs en tout cas. Donc on essaie de faire pas mal de jardins. On a à peu près aujourd'hui 350 à 400 mètres carrés de potager, dont 2 serres. On a donc des mares, on a un rucher de 8 ruches, les moutons de descendent dans un système de pré-verger, donc où on a nos pommes. Donc on fait nos 80 kg de tomates dans les meilleures années. Cette année on va être peut-être dans les 50 à peu près. Nos courgettes, nos salades, etc. Le miel, notre jus de pomme l'an dernier qu'on a fait faire par un presseur professionnel, jusqu'au vin de noix à l'eau de vie par une alambic mobile qui passe. Parce qu'on a toujours ces vieux métiers un peu dans la région. Donc essayer de maximiser un peu toutes les productions. On a planté beaucoup d'arbres fruitiers qui nous manquaient. Les emplacements locatifs, ça c'est la façon de se déplacer dans le terrain. Donc beaucoup d'aménagements depuis 2012-2013. Et c'est vrai qu'au début j'étais quand même beaucoup focus sur jardin, sur les pâturages. Mais c'est là où c'est bien d'avoir des tuteurs qui ont un œil extérieur, ou te dire, je sais que tu as des capacités, que tu as des pensées, mais il y a le côté quand même bâti, construction, et le côté énergie. T'en parles pas, pourtant je sais que tu fais des choses, donc voilà, j'ai rajouté quelques slides, on va dire, explications là-dessus. Les économies d'énergie. Alors, ça passe par des choses plus techniques qui ne sont pas forcément mises en place complètement, comme la cheminée qui se transforme en poêle de masse tout doucement, etc. Mais aussi, c'est aussi par des choses basiques. Un des principes, un adage en permaculture, le plus petit changement pour plus grand effet. C'est-à-dire qu'avant de faire plein de choses, c'est de voir l'isolation, c'est de voir tous les petits gestes qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de dépenser comme calories, comme énergie, qu'est-ce qu'on peut éteindre, qu'est-ce qu'on peut isoler, une zone tampon, etc., qui peut t'aider avant de faire toutes les grosses autres infrastructures. Donc là, voilà, pour exemple, c'est la cheminée, c'est une cheminée de base au début, qui est en fait en pierre réfractaire avec un bouilleur d'eau derrière, qui alimente un système de radiateurs et autres, et qui devrait, là j'ai pas eu le temps de le faire, parce qu'on n'a que 4 bras sur notre terrain, mais plutôt que toute la chaleur parte directement par le conduit, je cherche un peu mes mots, voilà, de faire une banquette ou un bloc chauffant, c'est-à-dire pour garder la chaleur et la restituer par inertie. Donc la permaculture, c'est aussi ça. Je ne sais pas si vous avez la vision que nature et jardin. En tout cas, c'est pas que nature et jardin. C'est aussi voir les émissions qu'on fait, les consommations d'énergie, les déplacements qu'on fait. Ça, c'est une chose qui apparaît pas, mais je vais peut-être faire une vidéo là-dessus. C'est-à-dire que ma profession, c'est formateur. Je me déplace dans toute la Picardie maintenant. Aujourd'hui, j'ai un peu explosé mon compteur parce que j'ai dû venir en voiture. Mais logiquement, je fais à peu près dans les 2000 km par an. Mais par contre, je suis à presque 4000 km en train. Voilà, j'ai découvert qu'il y a des trains et des bus qui m'emmènent un peu partout. Je me repose, je travaille. Et pour moi, la permaculture, c'est aussi prendre en compte tous ces facettes-là. Donc, je ne vais pas vous faire le détail de tout. Les dernières réalisations, là, c'est la réparation de la toiture. Où là, cette belle pente de toit, bien comme il faut, inspire pour mettre un petit panneau solaire ou mettre un ballon d'eau chaude en dessous qui serait chauffé par le soleil, ça serait pas idiot. Et voilà, il a fallu renforcer un petit peu le bâti avant de réfléchir à faire autre chose. Et des projets futurs, comme des chalets et serres bioclimatiques, etc. Du changement de bungalow moche en bungalow un peu plus esthétique et avec toujours un petit peu l'accueil des futurs stagiaires ou autres. Et nous, on aime bien, c'est faire avec de la récup, énormément. Donc là, on a notre stock de palettes là, qui est prêt à faire feu. Un chalet, oui, à réparer, mais fait avec que de la récup également, de chantier ou autre. Ça, c'était mon beau-frère, mon frère qui a récupéré un ancien chalet
En fait, il avait fait des arbres de Noël et il foutait tout à la benne. C'est-à-dire qu'une fois que le marché de Noël était fait, les chalets en gros étaient démontés, mis en tas et ça partait à la benne. Donc lui, il a récupéré les planches et moi j'ai fait des pigeonniers avec. Donc toujours dans l'esprit de récup. Et notamment également pour les toilettes sèches, etc. Bon, je vous passe pas tout le détail technique parce que ça serait trop fastidieux et je vais pas rentrer dans tous les détails. Mais il y a aussi le design sur l'eau parce qu'on a des mares, donc faut pas faire n'importe quoi. On a des mares, le passage aux toilettes sèches. Parce qu'on n'a pas, pour l'instant, on est encore aux versions Puisard. Donc le Puisard par rapport aux mares, tout ça, ça aurait pu faire des impacts quand même assez négatifs. Mais il y a une phytoépuration qui est en prévision, voilà. Mais chaque chose en son temps également. Donc voilà, là c'est la conception du lieu, avec tous les, les ateliers, les chantiers participatifs qui ont eu lieu. Et on parlait de récolte, alors on va mettre un petit peu de couleur quand même. D'images sur les récoltes du jardin. Donc voilà, c'est quelques petites images de récoltes qu'on fait régulièrement tout au long de l'année. Avec la force de nos 4 bras, hein. Même si on fait des chantiers ou autre, c'est vraiment ponctuel. On est juste un couple sur 1,5 hectare, question de gérer. Alors rien n'est forcément parfait. Il y a des choses qui ne sont pas finies ou en attente, mais ça avance, ça produit. Je ne vous dis pas que c'est de tout repos. On dit souvent... la permaculture, c'est pas feignant, mais c'est couler douce. Non, oui, peut-être qu'au bout de 40 ans, quand l'écosystème sera en place, ça sera mieux. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'énergie à mettre pour faire tout ça. Donc voilà, rapidement par rapport à la maison. Et juste le petit mot par rapport au design, c'est-à-dire que le design et le zonage, les petites poches, vous vous souvenez, zone 1, zone 2, zone 3, etc., c'est pas juste des calques bien définis et chaque zone. C'est-à-dire qu'on retrouve des zones 1, des zones 2, un petit peu partout, en fonction de ses fréquentations, en fonction de ce qu'on peut y implanter, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours une remise en question. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a mis quelque chose que, au bout de 3 ans, les choses évoluent. Il faut peut-être revoir un petit peu le paysage et ses évolutions. Vous avez remarqué que depuis 2 étés, il fait très très chaud. Oui. Très 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 chaud. Ça avance tout au point de vue de la nature. En Picardie, il pleut beaucoup normalement. Là, il pleut beaucoup moins. Je suis sur une terre très sableuse, sable brûlant. Et pour la première fois, ces 2 étés-là, mes 2 mares sont à sec. Donc là, ça donne à réfléchir. Parce que la Picardie, hein, on voit quand même quelque chose de très humide. Et ces 2 dernières années, c'est-à-dire que tellement les nappes baissent. Donc là, voilà, le design sur l'eau qu'il faut mettre en place. J'ai remis les gouttières à la maison, on va tout canaliser. On a déjà 13 mètres cubes qu'on peut canaliser. En tout cas, voilà, il y a l'évolution du climat fait aussi qu'il faut faire évoluer les choses qu'on a pensées, plantées ou fait. Parce qu'une marque qui fait que se dessécher et remonter à se dessécher, c'est pas top non plus, ça va pas le faire. Ok, des questions particulières par rapport à ça pour l'instant? Ouais. Moi, je veux juste avoir un petit peu plus en détail ce que tu as fait du coup, sur l'habitat. Ouais. Alors, développer un peu plus. Sur l'habitat, pour l'instant, on a essayé de maximiser par rapport, vous voyez, avec la cheminée. On était vraiment à l'ancienne. On était à presque 15 mètres cubes de bois par hiver. Là, on est redescendu à 9, 10 à peu près. C'est pas encore top. Donc, on va maximiser par la banquette chauffante, justement. Le toit que vous avez vu, c'est ce qu'on appelle la zone tampon. C'est-à-dire que c'est un endroit au nord qui fait que bien isolé, tout ça, ça empêche déjà beaucoup de froid d'arriver dans la maison. Il n'y avait pas de gouttière à la maison, ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'eau qui arrivait dans la cave, donc remontée d'humidité, etc. Donc on a fait tous ces changements-là. Et après, on a envisagé, pour maximiser le reste, c'est une véranda serre-bioclimatique, parce que l'exposition pourrait suffire, pourrait être là-dessus. On a fait avec l'existant. Ouais, mais du coup, tu n'as pas fait de complément d'isolation, des ITE ou... Pour l'instant, non, parce que c'était relativement bien isolé, malgré... Même si c'était avec de la laine de verre à l'époque, parce que ça remonte d'un moment, mais c'est toujours mieux que d'une passoire complète. On a plutôt essayé de réparer, de maximiser tout ce qui était le plus simple, accessible même financièrement à faire. Et on va voir avec cette véranda ou serre bioclimatique. Et franchement, là pour l'instant, ça va à peu près. Après, on n'est pas des gros consommateurs. C'est-à-dire que nous, 18, 19 dans la maison, c'est largement suffisant. Voilà, il y a aussi sa façon de vivre ou autre qui est à revoir là-dedans. Donc le challenge de tout ça, moi le challenge quand même, il y a eu les toilettes sèches
et phytoépuration qui était quand même important parce que je reçois des stagiaires. Donc de l'eau une mauvaise épandage de tout ça serait assez négatif là-dessus. Après, voilà, on essaie de conserver au mieux dans les caves, dans les sables, etc. Au point de vue énergie, on en est là pour l'instant. Et habitat, oui, habitat, on voit plus pour l'accueil des stagiaires, etc., faire d'autres choses plus éco. Ouais. J'ai vu sur ton design que la zone 5, elle est assez vaste. Ouais. Je sais pas combien représente, mais est-ce que c'est quart pour d'hectare. un lieu dédié à tes abeilles? En fait, c'est le côté de forêt. C'est un bois qui a été coupé, qu'on laisse sauvage. J'avoue que là, aujourd'hui, il y a sûrement une partie qu'on va faire une zone de méditation bois dedans. Mais on veut conserver. On a la chance d'avoir un bois, même si les anciens propriétaires ont fait un peu de coupe. Donc, on veut garder cette partie d'observation naturelle. Donc, elle s'est fait naturellement, un petit peu. Là-dessus, mais on veut vraiment la préserver, maximiser par rapport à tout ça. Et oui, c'est assez grand. Mais en même temps, comme tu dis, par rapport aux abeilles, c'est une super ressource. Et pas que. Avant, je le voyais vraiment comme du négatif, parce qu'il y a beaucoup de ronces également. Mais la ronce, c'est des murs, c'est des fleurs, c'est des feuilles pour les infusions. Mais c'est aussi de la gêne, bien sûr. Mais aussi, c'est un écosystème, c'est un hôtel à insectes grandeur nature, à biodiversité, etc. Donc, il est primordial de le laisser. Ouais. Question sur les abeilles. D'ailleurs, Ouais. tu dis que les abeilles allaient au sous-près, entre guillemets, Oui. qu'elles avaient les ressources. Mm-mm. Moi, j'ai quand même pu observer que moi aussi, il y a une histoire aussi plus rentable, entre guillemets, pour elles. Si on a un champ de colza, par exemple, à 3 ans dans le vide, elles vont quand même y aller. Elles vont quand même y aller parce qu'ils n'auront peut-être pas assez de ressources, mais elles vont commencer toujours par butiner ce qu'il y a au plus près. Après, le colza, ils n'y vont pas forcément sur tous, parce qu'ils ne sont pas tous mellifères. Les variétés de colza qui sont mises dans les champs. Il n'y en a qu'une, je crois, sur les 4 qui sont les plus globales. Après, c'est sûr qu'ils migrent, hein, de toute façon. Et autre question Oui. que je me pose. T'as combien de ruches, juste pour savoir? Là, j'en suis à 7-8. Ok. 7-8. Tu t'es penché du coup un petit peu sur en fait, l'impact de cet élevage d'abeilles, Mhm. entre guillemets, et sur tout ce qui est abeilles sauvages, parce qu'on a à peu près 2000 sortes d'abeilles Ouais. en France, Mhm. et qu'il y a quand même une compétition. Moi, j'ai bossé sur le réservoir naturel, Mhm. et avant d'implanter un rucher qui était là pour, parce qu'il y avait de la lande et de la bruyère, ils vont faire un recensement justement de ces abeilles. Ouais. Ils ont implanté, ils ont refait ce recensement après, il y avait une espèce de bourdon qui avait disparu, à savoir si c'était dû à ça. Non, là, au point de vue, on a la chance d'avoir quand même la forêt de Saint-Gobain, toujours, qui est limitrophe à la maison, qui est une très, très grosse forêt. Il y a peu d'apiculteurs dans les rayons, on va dire, des 3 km par rapport à Jumencourt. Il y a peut-être le rucher école là-haut, mais je veux dire, il y a déjà peu de ruchers dans le coin. Donc non, il n'y a pas de souci au point de vue pollinisation. Au contraire, il y a beaucoup de variétés. Elles sont à faible distance de la maison, tes ruches. T'as jamais eu des problèmes d'essaimage ou de danger? Ah, des essaimages, si, il y en a. De danger, pas vraiment. Une fois, une un peu plus virulente, mais c'était une espèce sauvage que je venais de capturer et elle est bien partie. Non, si elle est bien placée, par rapport à son orientation, par rapport à qu'on ne va pas l'embêter souvent. On n'est pas en train d'y aller tous les jours, bouger les cadres, etc. Moi, je passe même ma tondeuse devant. Voilà. Je mets toujours le voile quand même par sécurité ou le truc, mais je passe les broussailleuses, la faux, la tondeuse, je vais... voilà. Il n'y a pas de souci. Alors il y a peut-être le feeling, je ne sais pas, aussi, mais non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, je remettrai un petit temps d'échange s'il y a besoin après. Je ne peux pas tout vous détailler, hein, même si c'est passionnant et que je suis parti là-dedans. Mais en gros, voilà, la façon de concevoir le lieu de Jumencourt, c'était la prise en compte de tout ça. Alors, ce n'est pas abouti aujourd'hui à 100%, tout n'est pas fini. C'est en cours, c'est en structuration, mais en tout cas, on a créé beaucoup, on a planté énormément d'arbres, également de fruitiers, on a créé les potagers, les ruches, alors maximiser les mares, on est en train, en gros, de refaire vivre, et c'est vrai que c'est assez verdoyant maintenant. Mais il y a encore à faire, comme la phytoépuration et le côté énergie. Hein. Là, le côté éolienne, panneaux solaires, c'est ce qui est en train de nous gâter, qu'on est en train d'étudier pour mettre en place en ce moment. Alors, l'autre point, et je vais juste vous montrer celui-ci de design, c'est celui-ci. Le design du bois des vaches.
ferme du Bois des Vaches. C'est le nom du lieu-dit. Tous les noms, je le donne le nom du lieu-dit. Alors là, c'est assez particulier. C'est-à-dire que c'est une ferme de polyculture élevage, on va dire conventionnelle, mais quand même avec des bonnes bases, prédispositions. En polyculture élevage, c'est des vaches Chalers, et c'est à peu près à un quart d'heure de chez moi. C'est quelqu'un, Cyril, avec qui, qui a à peu près mon âge, avec qui j'ai beaucoup d'interactions depuis un moment, avec qui j'ai démarré avec le père en fait. Ça date du grand-père qui a cédé au père et là c'est le fils qui a repris. Et j'ai commencé à m'occuper des ruches abandonnées qu'il y avait chez eux avec le père et c'est le fils qui a repris. Et on a beaucoup échangé là-dessus et plus les générations passent, plus ils sont ouverts vers l'écologie, on peut dire ça comme ça, et la transition de faire autrement. On va dire à chaque génération, il y a énormément de changements qui sont faits sur la ferme. Et là, du fait qu'on avait déjà parlé beaucoup de ça, il a été ouvert pour voir comment un concept en permaculture pouvait s'appliquer à sa ferme. Au début, lui, c'était juste pour replanter quelques arbres dans ses pâtures. De là, on est venu sur un système de pâturage entouré d'arbres, comme un peu bocage, à une prévision de parties de culture en agroforesterie, test qui pourra s'étendre après par la suite, et également à l'optimisation de son jardin familial avec la pose de serre, avec la récupération d'eau, etc. Donc c'était hyper important pour moi, même si ça m'a paru démentiel au début, de me dire 90 hectares, je n'y arriverai jamais. Alors il va falloir du temps pour ça. Puis après j'ai vite compris que 90 hectares en fait c'est que des multiplications de parcelles de 4 à 5 hectares. C'est-à-dire qu'une fois que tu as vu une parcelle, même s'il faut étudier, voilà, c'est de la répercussion, un petit peu de travaux à faire. Pour moi c'était important ce travail-là. Pourquoi c'est quelque chose qui me taraude depuis un moment, c'est-à-dire d'aller éveiller ce monde agricole de ma région, de réfléchir tout en ayant conscience qu'on ne va pas tout bouleverser en un coup de baguette magique. On ne va pas faire la transition de la ferme en 2 coups de cuillère à peau, comme on dit. Il va falloir du temps. Mais pour moi, déjà, un agriculteur qui a ce genre de ferme, qui s'ouvre au concept de la permaculture, qui ne le rechigne pas, qui fait partie d'une association qui essaie d'entrevoir le non-labour, etc. C'est hyper important. Et un souci de cohérence. Je ne sais pas si certains ont déjà essayé de parler de permaculture à des grosses fermes, on va dire. Ouais. C'est quoi la réaction? On n'a pas de temps. Tout baisser, on n'a pas le temps. C'est fait pour le jardin. C'est fait pour le jardin. Pour les maraîchers, ça marche, mais pas plus grand. Ouais. Pascal, t'as déjà... Tu fais tout ça, toi? Non. Les jeunes, ça passe mieux que les plus vieux. Ouais. Parce que ce qu'on leur propose, c'est des choses qui sont à moyen, voire long terme, ce qui n'est pas leur habitude. Ouais, c'est ça. Avec les jeunes, tu commences à avoir des accroches sur l'agroforesterie. Ouais, avec des accroches avec même des un peu plus anciens. C'est-à-dire qu'il y a un groupement qui s'appelle Sol Agriculture Innovation, que j'avais invité au RNP, c'est là où ça a aussi commencé, qui est reparti content justement des échanges à RNP, comme quoi on ne leur fermait pas la porte, et qui essaie de voir autrement l'agriculture. Bon, c'est vrai que dans ce genre d'AG là-bas où je suis invité, tu as les gens qui te disent « mais de toute façon, maintenant il faut parler de la permaculture ». C'est des mots qu'ils emploient dans leur AG. Il faut parler de la permaculture, la permaculture, agroécologie, c'est les solutions de demain pour ça. Et puis, à l'opposé, tu as des personnes qui disent « mais moi je suis content du réchauffement climatique, j'ai plus de blé et je peux le faire et je peux le payer plus, enfin je le fais payer plus cher ». Donc on a toujours un petit peu le combat. Mais par contre, moi pourquoi c'est important ce dossier-là, même s'il aboutit pas, même s'il fait que planter que quelques arbres ou que ça met du temps, c'est le côté légitimité. C'est-à-dire que tu vas parler, mais moi si je vais parler à un agriculteur, il va me dire « hé ma gamin, tu mets un cul sur ton tracteur et puis tu viens me reparler après ». Je caricature un petit peu, hein. Mais en gros, le côté déjà d'avoir travaillé avec un agriculteur, d'avoir un accroche, de comprendre que oui, moi je te mets ta vision, mais le technicien ça reste toi. C'est-à-dire que là, c'était ça qui n'était pas évident avec ce design, c'est-à-dire que Cyril, il connaît bien son affaire, il connaît bien son sol, il fait des tests tous les ans, il s'est documenté sur l'agroforesterie, il s'est documenté sur plein de choses, donc il a déjà pas mal de connaissances. C'est déjà une ferme qui n'utilise pas de soja. Les bêtes mangent que ce qui est produit sur la ferme. Il n'utilise pas de fongicides parce qu'il fait de la sélection de semences, etc. Par contre, il a toujours des désherbants. Ça, c'est le côté qui coince un petit peu. Mais chaque chose, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une bonne base de travail à faire là-dessus. Donc c'est ça ce design qui était important pour moi de faire là-dessus. Donc voilà, Cyril,
qui est là, qui laisse ouvert. Bon, il y a certains trucs qu'on a resté en off, mais comme quoi il est ouvert, ça ne dérange pas qu'il y ait sa photo, qu'il y ait son nom, qu'il y ait même son numéro de téléphone sur les diapos. Il a fait si jamais je suis harcelé, je te demanderai de l'enlever, mais voilà, au contraire, il veut diffuser qu'on peut faire autrement. Donc toujours pareil, le recensement des besoins. Et surtout, ben là c'est tout le travail aussi de design d'observation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'était, j'ai même été voir jusqu'en 1950, avant que la route arrive, comment était la ferme avant, l'évolution des bâtis, les différentes parcelles. Donc là, c'est une parcelle de 6 hectares, et là, ça fait 5 hectares et demi, à peu près. Donc là, c'est la partie où il y a tout le pâturage, et là, c'est une partie déjà de culture, en gros, céréalière. Et c'est pareil, c'est passé par tous les reliefs, c'est passé par l'hydrométrie, c'est passé par les pentes agricoles, aller voir tous les réseaux, les interactions possibles, les croqueurs de pommes, c'est une association, je ne sais pas si vous connaissez, pour les arbres fruitiers, etc. Sur l'agriculture innovation, des agriculteurs qui font déjà du non-labour, l'association française d'études des sols, bon, mon organisme, et ARENA, par la Chambre d'Agri Hauts-de-France, qui est là pour recenser un petit peu tout ce qui est biodiversité, etc. Autour de chez nous. Le recensement de ces troupeaux actuels, de ces productions, c'est pas des moindres. Il faut que ça dépote quand même, pas mal. Et là, ben voilà, tous les différentes parcelles. C'est-à-dire qu'il n'a pas 90 hectares d'un seul tenant, hein, comme beaucoup. C'est-à-dire que c'est parsemé, mais ça reste malgré tout dans un rayon de 5 km à peu près autour de son exploitation. Donc c'est déjà pas trop mal. Donc voilà, l'exploitation de tout ça, les bâtis, les surfaces, le sol, avec des données qui viennent du grand-père, argile, limon, sable, que j'ai fait par un test du bocal, tout simplement, pour aller vérifier. On sait que c'est pas sûr à 100%, le fameux test du bocal, mais ça avance. Par contre, j'ai eu la chance qu'il fait quand même des analyses dans les parties de pâture, etc., des analyses de sol régulières. Donc j'ai une analyse de 2006 et de 2018 pour comparer. Et on voit déjà, bon, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais des taux de carbone, d'azote et de matière organique qui sont quand même déjà relativement corrects pour ce genre d'exploitation. Et après, c'est passé comme un peu chez moi, hein. C'est les plantes qui poussent, les plantes bioindicatrices, hyper important, d'observer et d'interagir après. Les avantages et les contraintes du projet, de dire est-ce qu'il utilise toujours son tracteur ou est-ce que je l'équipe d'une grelinette professionnelle pour faire ses 90 hectares. Voilà, ça je dis ça pourquoi avec humour, parce que c'est une question qui me revient souvent. T'as une tondeuse ? Tu utilises de l'essence dans ton terrain et tes permaculteurs. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu. Chez moi, je l'ai. On l'a eu beaucoup. Démultifier, oui, c'est pas parce que, mais tu peux en faire un usage raisonné. Je ne suis pas en train de dénigrer les Hauts-de-France, Picardie, etc. Mais moi, je vois une différence entre quand j'étais côté Amboise, tout ça, ou côté de Limoges. Je trouve que l'historique en Hauts-de-France, on est assez marqué beaucoup par la guerre, etc. Et maintenant, ça se décoince. Mais 4 ans en arrière, tu parlais de jardins partagés, c'était les jardins ouvriers. C'était les petites parcelles grillagées avec les cabanes en tôle. Pour eux, c'était ça un jardin partagé. Donc il y avait pas mal de sensibilisation. Ça évolue beaucoup, mais il y avait pas mal à faire dessus. Bon, je vous passe aussi tous les détails, mais donc on est passé sur de l'agroforesterie, on va dire système de plantation d'arbres. Je vais aller directement au système de pâture. Quel genre de bout d'arbre ? Alors, il y a plusieurs arbres différents. Alors là, c'est d'une paille mélangée avec du feutre. On fait ce qu'on peut. En gros, c'est des arbres pour faire des haies brise-vent. C'est des arbres pour faire des séparations en fait, des pâtures pour que ce soit fourragé également pour les bêtes, mais également des variétés qu'on peut trogner pour faire de la masse, le broyat de bois, etc. Et des fruitiers, pommiers ou autres, pour de la vente ou de la transformation. Et également, vu qu'il peut-être il veut mettre des cochons plus tard, des châtaigniers, des glands, etc. pour donner du fourrage. Donc un mélange d'arbres assez varié dedans. Je fais un petit topo sur les cultures et les brise-vents. Du coup, au niveau des fruitiers, pas une seule production, quoi. Pas une seule production ? Il va pas concentrer. La production des fruits, ça va être pour lui, quoi, non ? Ça va être pour lui et toujours en vente annexe par rapport à ses ventes à la ferme. Il fait de ses produits
de son élevage. Pour lui, en partie, pour ses bêtes, il pense beaucoup à l'alimentation de ses bêtes, beaucoup, et pour faire des ventes annexes et des jus, pommes, des choses comme ça. Donc plusieurs systèmes de haies. Je ne peux pas tout vous détailler la technique, parce que ce serait trop long et un peu barbant peut-être. Tout ça c'est sur le site, tout est détaillé, c'est pour ça que je vous les survole en expliquant un petit peu le fond derrière. Donc après il y a des choses tout bêtes qui ont été pensées, comme l'endroit de placer les haies, c'est-à-dire que dans ce dessin-là, lui il pensait planter des arbres un peu partout pour faire comme un système de pré-verger. C'est notre premier échange. Sauf que pré-verger, c'est-à-dire des arbres avec des vaches ou des cochons ou autres, ça peut être assez complexe. On a trouvé plus simple par rapport à son fonctionnement de faire les plantations des arbres aux endroits de séparation de ces clôtures. Parce que pour l'instant, c'est qu'une grande pâture ouverte où tout est piétiné en permanence et il n'y a pas de système de rotation par rapport à la repousse d'herbe, etc. Ouais. La complexité du coup d'implanter des arbres. Historiquement en Bretagne, il y avait des pommiers dans les champs de vaches. Oui, mais pour l'entretien, par rapport à la pousse, si tu veux une production de fruits pour toi, il faut hyper le protéger. Ça peut être assez complexe parce qu'il faut penser qu'il a 90 hectares. Donc il n'a pas tout son temps à passer à vérifier les arbres. Comment ? Très coûteux. C'est très coûteux aussi. Il y a aussi des animaux qui peuvent s'empaumer, quoi. Qui peut ? S'empaumer, c'est-à-dire qu'une vache peut s'empaumer en... C'est tout. Ah oui, d'accord, manger trop, oui. Oui, comme un mouton qu'on met trop vite dans le trèfle ou l'herbe, il peut avoir une espèce d'occlusion, Ouais, c'est des tout choses avec comme la ça. taille des pommes, théoriquement. Ouais, On choisit oui, des d'accord, pommes carrément. qui ont une certaine taille. Donc, il y a plein de facteurs, plein de périmètres. Là, c'est beaucoup plus simple parce que vu qu'il veut séparer, on fait le système de rotation. Dans ces séparations sont prévues les rangées d'arbres qui font ébrisement et fourragères, etc. Et c'est beaucoup plus opérationnel pour lui et facile à entretien également. Donc voilà, je vous passe tout le détail technique, mais il y a toute la présentation des diverses haies, des conseils au point de vue de la taille, surtout des variétés également. Là, il y a une étape encore suivante à faire avec lui, c'est le choix exactement, parce qu'il sait qu'il a des fruitiers, mais il n'a pas été capable de me dire exactement en quelle quantité ou proportion il veut, pommes, poires, etc. Donc on peaufine tout ça, mais en tout cas tout ça c'est des sélections d'arbres souches des Hauts-de-France ou complètement adaptés et cultivés depuis longtemps dans la région. C'est-à-dire qu'on va pas, on essaie d'avoir des variétés de conservation par rapport à la région là-dessus. Donc le système des trognes, qui était beaucoup utilisé avant et en ferme et qui est beaucoup oublié maintenant et qui est important à remettre. Le système l'avantage aussi par rapport aux haies, c'est que par rapport à la pousse. Au début, l'arbre qui est tout petit, il va falloir le temps qu'il pousse et il faut protéger des bêtes. Là, juste avec son fil de chaque côté, il fait que la bête ne pourra pas aller endommager les arbres. Et les bandes ont été calculées, c'est-à-dire chaque bande, vous verrez, ils font 3 mètres. Pourquoi 3 mètres ? Parce que c'est par rapport à son engin quand il va travailler le sol pour ses premières plantations. Voilà, tout est en fonction aussi de son tracteur, enfin tout ce qu'il va utiliser, les passages des engins, etc. J'ai fait à la main, cette fois-ci, au crayon bois, des petits jus de coupe un petit peu, des distances ou autres, de ce que pourrait donner toutes ces différentes haies. Alors il y a certaines haies qui sont en isolé, d'autres en haies basses de séparation. Donc voilà, j'ai essayé de synthétiser un petit peu ça par papier. Et le côté agroforesterie, de l'autre côté, test. C'est-à-dire qu'on sur cette partie de 5 hectares, il va tester l'agroforesterie. Les petits rouges, là, c'est les tournières. C'est-à-dire que c'est l'endroit où il va tourner dans son tracteur. Ou là, c'est une zone test. C'est-à-dire qu'il va tester ce système vraiment d'agroforesterie. Qui n'est pas incliné comme il faudrait, mais on l'a incliné par rapport au sol. C'est-à-dire qu'on a plusieurs bandes de types de sols différents et par contre on a écarté un peu plus les arbres par rapport à la pénétration de la lumière. Donc en gros c'est une chose test, juste sur ces 5 hectares. S'il se sent bien avec ça, il pourra, après on fera un bilan et se dire bon là on voit, on va maximiser sur une autre surface, etc. etc. Ça va ? Je vous perds pas ? Ou pas trop, en tout cas. C'est quels arbres là pour l'agroforesterie ? Pour l'agroforesterie, on va plus être sur les arbres à glands, on n'est pas sur les fruitiers comme pommiers, etc. On est plus sur les... J'ai fait sur les châtaigniers, sur l'orme, sur des choses également
pour broyer et puis pour le visuel, c'est-à-dire des arbres avec des couleurs. Parce que il y a la nationale qui passe en plein milieu. Donc c'est aussi de voir quelque chose qui peut être esthétique et qui peut être aussi ferme, donc c'est un peu aussi une vitrine pour son exploitation, etc. Donc tout ça... Comment ? Les arbres, mais pas, enfin, entre les bandes. Entre les bandes, c'est des bandes de biodive avec des couvre-sols qui vont être mis en place progressivement, permanents, de traites, etc., qui vont prendre place. C'est pas une culture qui va faire pour nourrir ses vaches. J'ai pas entendu. C'est pas une culture qui va faire pour nourrir ses vaches. Ah, entre les bandes, j'avais compris dans la bande, entre les arbres. Si, tout ce qu'il cultive, c'est pour nourrir ses vaches. C'est le blé, la paille, le foin, il a aussi des côtés de pâture. En fait, il ne fait pas de vente extérieure, tout ce qu'il produit, c'est pour... il fait des pois, de févrole, du triticale, du blé, du maïs, de l'avoine, voilà, tout ce qui va bien pour les animaux. Donc tout ce détail technique, vous l'aurez, des prévisions par rapport au budget, par rapport à la fertilisation également. Donc vous verrez tout ce détail technique, des hypothèses de rotation, parce que ça c'est important, il en fait, mais il faut encore plus les maximiser par rapport aux rotations, avec plusieurs cas de figure dessus, mais avec une qui... Celle-ci c'est celle qui sera le moins difficile pour lui à mettre en place, parce que ça ressemble plus déjà à son système actuel. Et avec une petite frise qu'on s'est fait, parce que je dis que tout ça se fait pas en un an. Hein. Donc c'est de projeter de la mise en place des nouveaux parcelles. Alors là ça va être un peu décalé, parce qu'il y a eu quelques petits soucis de santé, donc ça a décalé aussi le travail. Mais la plantation en 2020, plantation des fruitiers, un premier bilan, et puis après on part sur la zone d'agroforesterie avec jusqu'à la mise en semi-direct avec des tests à 3 ans bilan, à 5 ans, etc. C'est-à-dire faire des bilans réguliers pour voir où on en est. Pas le fragiliser non plus, parce que c'est aussi, c'est son exploitation, c'est ce qui le fait vivre. Donc il faut aussi rester réaliste et avancer doucement par rapport à tout ça. Mais ce qui me plaît, même si les parcelles ne sont pas encore plantées, avec des filets, vous savez les filets électrifiés pour les moutons, etc., il a déjà pré-fait son nouveau parcellage. Il a déjà replanté des pommiers et poiriers avec les coqueurs de pommes en palmettes pour l'instant, près de son domicile. Et fait une ébauche de mare avec une bâche à un endroit pour récupérer de l'eau, etc. Donc ça commence à porter ses fruits. Je dirais même s'il fait déjà que quelques fruits pour lui, etc. et qu'il replante quelque chose ce sera déjà pour moi, ce serait une bonne victoire déjà là-dessus. Mais en tout cas, ça commence à porter ses fruits tout doucement. Donc voilà, je ne vais pas vous passer tout le détail technique, mais il y a le volet social aussi. C'est-à-dire qu'il accueille, vous connaissez le site Couchsurfing ? Oui. Voilà, l'hébergement. Donc ils accueillent des personnes régulièrement, des saisonniers, tout ça, ou des personnes qui vont travailler dans une exploitation où on a du maraîchage fait dans réinsertion de prisonniers, etc., où il y a des woofers qui vont des fois pour aider, et du coup ils les hébergent. Donc il y a aussi un volet social, il n'est pas tout seul dans sa ferme, il y a beaucoup de passages, donc il y a tout ce volet-là. Et puis après j'ai essayé de coller un petit peu les principes de la permaculture avec les différents points qui ont été faits sur la ferme. Voilà. Bon, j'ai essayé de vous le faire synthétique, même si on est rentré un peu dans certains détails, c'est pas évident. Hein. Là, j'ai synthétisé de la réflexion depuis 2011, un travail de DPA depuis 2015, plusieurs semaines, mois de réflexion, etc. Donc voilà, c'est pas facile d'essayer de synthétiser tout le global. En tout cas, tout ça, vous aurez les documents qui retracent toute cette philosophie, même s'il n'y a pas tout à 100%, que ça va encore évoluer. Vous retrouvez tout sur mon site mavrainature.fr. Tous les documents que je vous ai montrés, les articles sur la RNP, tout ça est en ligne déjà depuis quelques temps. J'ai filmé la présentation, donc elle sera aussi en ligne pour qu'on voit un peu aussi ce qu'est une fameuse accréditation. Et je vais continuer à mettre aussi quelques petites choses en place. Parce qu'il y a plein de choses dans les écrits, c'est pas évident de tout transmettre. C'est pas évident de faire transmettre déjà son cœur, son intention dans les écrits. La connexion à la nature qui est hyper important et que je mettrai avant tout. Bon technicien c'est bien si t'es pas connecté avec ton arbre ou autre que tu plantes. Ce sera toujours lui un meilleur professeur, c'est la nature, c'est l'arbre que vous avez planté que vous voyez pousser, c'est vos erreurs, etc. qui vous enseignent aussi, et ça c'est hyper important. Et c'est du temps à prendre, mais c'est hyper bénéfique. Et toujours rester humble.
se dire qu'on donne une vision de faire. Une autre personne qui fait ce même design va peut-être avoir une autre vision, ou va peut-être avoir des connaissances plus pointues, techniques ou autres, mais en tout cas c'est un travail collectif qui au bout d'un moment, si on arrive à un moment de bordure, de saturation, on n'est pas tout seul. Hein. Ensemble on va vite, tout seul on va vite, ensemble on va loin. C'est-à-dire que c'est qu'à bout d'un moment, tu as des spécialistes, tu les appelles. Pour moi, permaculteur, c'est un bon généraliste, avec des spécialités. Mais est-ce que vous pensez qu'humblement, on peut être spécialiste de l'éco-construction, de l'éco-pâturage, de la vigne, de l'apiculture, de tout ça? Non, on peut avoir des très bonnes connaissances, mais au bout d'un moment, on fait un focus et on est là-dedans et on se fait accompagner des autres. Par exemple, moi, je n'ai pas l'ambition de faire une formation d'architecte ou de dessin sur DAO. Par contre, j'ai une ancienne stagiaire qui nous a déjà aidé, qui est venue au RNP, qui est architecte. Et qui, elle, intègre la permaculture dans ses conceptions, donc un bon échange de, je te mets un peu de vision de permacole et toi, tu me fais des beaux petits dessins parce que pour la commune, ça serait mieux que du paint quand même, un petit dessin d'archi. C'est s'ouvrir la possibilité un petit peu à tout. Donc voilà, je vais arrêter là par rapport à la présentation. J'espère que j'étais assez succinct et que j'ai su vous transmettre un petit peu le parcours, la vision. Je suis un passionné avant tout, jusque dans mon métier. Je fais aussi des formations pour les créateurs d'entreprises maintenant. C'est bizarre, hein? Et j'ai l'opportunité dans les programmes régionaux, sous l'étiquette éco-responsabilité ou autre, de parler des principes de la permaculture et de la permaéconomie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. De voir que ces principes de permaculture, on peut aussi voir autrement sa façon de voir. Et j'ai l'opportunité de pouvoir dispenser ça dans ma région aussi. Et ça, c'est important. Important, c'est l'éthique de dire on travaille, mais toujours avec l'éthique. C'est-à-dire que quand on m'a dit tu vas faire des cours sur le développement durable et l'éco-responsabilité, c'est juste pour dire les bonnes paroles qu'on entend tous, c'est bien. Par contre, faire prendre conscience que c'est les gestes les plus simples et pas forcément les grosses ODD qu'on nous présente, l'objectif de développement, mais c'est déplacements en train, etc. Tout en relativisant. Ou quand moi je dis à quelqu'un que je prends le train, quand je parle à un maçon, je lui dis je suis pas en train de te dire de prendre tes parpaings et ta bétonnière dans le train, parce que ça va pas le faire, tu vas te déplacer en voiture, mais de voir mieux tes déplacements et d'agir sur les méthodes de récupération, etc. Donc voilà, je vais en finir là pour cette présentation, en vous remerciant pour votre attention, en étant toujours ouvert, s'il y a là des questions après, des échanges, des questions même par la suite. Je vous invite vraiment à aller visionner tout ça, si ça vous intéresse, et de vous immerger là-dedans et de prendre votre temps. Si on va sur le site de l'UPP, on voit que le DPA, c'est CCP plus 2 ans. On a l'impression que c'est un peu bac plus 2. Que ce soit un bac plus 2 ou un bac plus 8 ou plus 18, ou vous ne fassiez pas de DPA. C'est-à-dire que vous avancez, mais sans forcément aller au bout. Moi, c'était mon challenge, mais c'est le mien. Mais avancez à votre rythme et ayez une connexion à la nature. Voilà, c'est comme ça que je vais clôturer. Voilà. Quelle émotion, arrêtez. Merci beaucoup. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Pascal ou Gildas. Non, bravo. On t'a un peu emmerdé sur la fin où t'en avais marre sûrement et c'était beaucoup pour toi. C'était beaucoup, mais on l'a fait. C'est bien que tu l'aies fait et merci. Merci. Merci de même, je renvoie. C'est une co-construction à plusieurs et merci. Bien joué, Damien. Merci. Et dire quand même un micro-mot, je vous en ai parlé au début, c'est quoi les critères? Il y en a plein, s'il y en a qui veulent qu'on discute, on le fait. Mais s'il y a un truc qu'on veut tenir absolument, c'est qu'on est sûr qu'un permaculteur, c'est quelqu'un qui a de l'expérience de terrain, qui a les mains dans la terre. Et faut aller voir le site de Damien. Il y a plein de choses qui sont belles, qui parlent, qui emmènent. C'est quelqu'un qui fait. Et on a besoin de gens qui sont dans la réflexion, dans le partage, avec une expérience humaine. Vous l'avez un peu vu, pour ceux qui étaient aux rencontres de Picardie, je pense que c'est quelque chose où on a vu la dynamique aussi qu'il y avait là. Et on a besoin de gens qui sont des designers. Et on voit que c'est un sacré truc d'emmener des agriculteurs au-delà de leurs habitudes et de commencer à rentrer dans le détail technique de comment on peut bouger l'agriculture. On a besoin d'enseignants. Et vous voyez que c'est comment tu dis, un petit accent ch'ti là. Bouge-toi un cul, mon petit. Bouge-toi un cul, ma gamin. Non, mais ça fait quelques années qu'on enseigne ensemble et que on a eu le temps de vivre ensemble, voir comment Damien il vit au quotidien et il transmet
beaucoup toute la complexité et les principes de permaculture. Donc moi je suis super heureux que tu en sois là. Juste, tu vas me manquer dans les CCP. On se rapproche peut-être entre plusieurs diplômés. Hein, et voilà, ravi qu'on en soit là et bravo pour le taf. Merci. Bravo. La température qui monte là, je vous dis quoi, ça chauffe. Bienvenue au club. Merci beaucoup. Merci. Alors je sais pas si vous avez des questions maintenant ou en échange simple ou même après. Voilà. Ouais. Quels sont tes rêves à réaliser sur les années à venir? Oh là, quelle Les question. beaux chantiers, les grands jalons là pour les... Les grands chantiers. Ne plus dépendre d'EDF. D'avoir maximisé vraiment sur l'autonomie électrique, enfin la baisse en tout cas, là-dessus. C'est une bonne question. Je dirais d'un peu de calme. Je m'explique. C'est-à-dire que j'aimerais que les choses commencent à se stabiliser et qu'on soit plus dans un entretien et je dirais même dans la passation aussi. Qu'est-ce qu'on va faire de ce lieu après? On y pense déjà. Voilà, qui va reprendre derrière. Comme je disais dans mes premiers CCT, c'est avec Gildas, mais mes premières initiations, si on s'embête pendant 30 ans ou 40 ans à bâtir un lieu, c'est pas pour qu'il y ait un Carrefour Market à la place après, ou un parking. Donc je suis entouré que de champs, voilà, ça me prendrait le cœur. Bon, après je serai plus là, mais c'est bien l'enjeu. Si on s'embête à créer aujourd'hui, c'est pour les générations futures, et donc voilà, c'est surtout là-dessus, la transmission, le maintien. Et puis oui, puis peut-être aller dans des zones. Bon, après, on a toujours plein de projets. Ça, c'est le souci, c'est d'avoir plein de projets. D'aller aussi sensibiliser dans des zones où ils en ont aussi beaucoup besoin et qui ne sont pas dans notre luxe, entre guillemets. Ou là où il y a aussi d'autres challenges dessus. Oui. Moi j'ai pu comprendre que tu faisais pas mal de design d'entreprise, de choses comme ça, moins dans la terre. Je me demandais un petit peu pourquoi tu avais choisi spécifiquement de présenter le design de la terre et pas du tout de design. Parce que l'entreprise pour l'instant c'est dans le cadre de formation, qui est compris dans une chose plus globale. Il n'y a pas eu de 100% accompagnement permaculture d'un projet déjà. Après, pourquoi les deux? C'est vrai qu'il faut toujours en choisir deux. C'est mon lieu de vie, en gros, et un lieu un peu grand. C'est-à-dire que maintenant ça se tasse, hein, mais je peux vous dire que, débutant en 2011, je ne sais pas depuis quand, vous entendez parler de la permaculture, mais il y a une image qui colle beaucoup, c'est le petit espace. C'est-à-dire qu'en permaculture, ça sonne spirale d'aromates, buts et petits systèmes, alors que quand Bill Mollison l'ont fait, ou si on prend l'exemple de Sepp Holzer, bon bref, c'est pas forcément que sur des tout petits systèmes qu'ils l'ont fait, donc c'est pour ça. Mais voilà, après il y a, lui le côté entreprise c'est important, après il y a un sacré boulot à faire, j'ai eu l'opportunité de pouvoir rentrer dans ce genre de formation. C'est un module de 2 jours, pour l'instant une formation plus longue, mais ça prend son essor tout doucement, puis ça éveille à voir autrement ce mot éco-responsabilité. Les mots ne sont pas évidents des fois. Oui, je parle de ça parce que c'est un sujet important pour les permaculteurs, pour l'évolution de la permaculture. C'est sûr. C'est de concevoir autrement tout. Après, moi, il y a une question pour moi qui n'a pas de réponse. La question qu'on entend beaucoup, c'est la permaculture, est-ce que c'est rentable? Je sais pas si vous entendez. Est-ce qu'une entreprise, c'est rentable? Est-ce que créer une entreprise, c'est rentable? Tout dépend de ce que tu en fais. Voilà, c'est un peu pour moi la question qui n'a pas de réponse. C'est là où justement il faut designer. Alors designer, le mot, on a du mal aussi avec ça. Concevoir, penser. Voilà, c'est oui. Un projet permacole, oui, ça peut être rentable. Mais qu'est-ce que tu as derrière le mot rentabilité? Ton confort de vie et ta tomate à manger, ta salade, ou pouvoir partir en vacances tous les 15 jours? J'exagère. Mais voilà, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot rentabilité? C'est quoi les besoins de chacun? Voilà, c'est un autre univers, mais intéressant. Hein. Il y a un bon boulot à faire dans ce domaine-là aussi, l'économie. J'ai répondu à peu près? À peu près. Mais je me demandais un petit peu ce que c'était un design d'entreprise. Le design d'entreprise, ça passe beaucoup déjà par la communication. La
l'intelligence collective, hein, qu'on parle dans l'entreprise, tous les petits éco-gestes. C'est-à-dire que penser qu'on peut aussi se déplacer en train et pas forcément qu'en voiture, qu'on peut aussi utiliser des solutions à distance et qu'on n'est pas obligé d'imprimer chaque papier. Et, enfin, c'est des choses toutes bêtes, hein, vous allez me dire, mais c'est toutes ces choses accumulées. Un exemple typique, dans les centres de formation où je vais, donc je me déplace dans des lieux, les stagiaires ils sont pendant 30 jours et il y a à peu près 15 stagiaires par session. Je faisais tous les modules avec un de mes collègues qui fait ça dans l'autre département. Et on s'est aperçu qu'à chaque fois, il y avait le café qui était distribué dans des gobelets en plastique, à raison de 2 à 3 gobelets en plastique par personne par jour. Et au bout d'un moment, on s'est dit, attends, on fait un module sur l'éco-responsabilité et on jette. Donc, au fil du temps, et là, il n'y a plus ça, c'est-à-dire que dans les endroits où il y a une cuisine, on incite les gens à venir avec leurs mugs, ou alors sinon, c'est les gobelets en carton qui sont mis à disposition. C'est tout bête, mais pour moi, c'est penser à toute l'accumulation de tout ça. Le déchet plastique, on entend beaucoup parler. Mais voilà, c'est un petit peu tout ça. Alors, c'est pas encore mûr à 100%. Mais comme disait Gilda, l'accréditation, c'est pas une fin de parcours, c'est un début d'un autre. Donc là, plus assis dans le côté concepteur, etc., va peut-être ouvrir aussi d'autres notions et les articles continueront là-dessus. Et puis voilà. Puis interagir avec d'autres qui ont peut-être déjà fait et commencé. Ça aussi. D'autres questions? Est-ce que ça, par rapport au design que tu as fait sur la ferme en polyculture, est-ce que du coup ça t'a donné envie de continuer à travailler sur des tailles assez un peu plus importantes, ou est-ce que du coup c'est deux choses différentes par rapport au design que tu as fait chez toi, sur le site? Ouais. C'est une bonne question. Oui, ça m'incite à voir un peu plus grand, mais aussi à voir aussi le lieu de vie, qui est hyper important pour moi. Si on a 1,5 hectare, on peut peut-être nourrir quand même pas mal de personnes déjà là-dessus. Mais de voir aussi à grande échelle pour casser ce côté petite surface de la permaculture. Et surtout, moi c'est un retour que j'ai eu aussi du monde agricole où, alors pas forcément où des gens qui se disent permaculteurs, et on devrait dire des projets inspirés de la permaculture, parce que coller à 100% c'est fastidieux. Mais c'est-à-dire je perds un peu le fil du coup de ce que je dis. Oui, d'avancer, c'est-à-dire que beaucoup même des agriculteurs ou autres, ou des jeunes, comme disait Pascal, qui reprennent derrière, veulent parler, aller à la rencontre, et on leur dit toi, de toute façon, tu es un grand exploitant avec tes 300 hectares, tout ça, l'avenir c'est que les micro-fermes ou l'autosuffisance ou la vie en communauté, la permaculture n'est pas faite pour toi. Je caricature, attention, et je ne mets pas tout le monde dans le même truc, mais pour moi, il y a intégrer plutôt que séparer. S'il y a des agriculteurs qui viennent vers nous, vers les personnes, en disant est-ce que la permaculture peut m'orienter différemment, c'est plus dans cette optique-là, en fait, ouverture d'esprit, d'accueillir pour le changement. Je sais que rien n'est parfait, mais j'ai connaissance par l'association d'une personne qui a 300 hectares, qui a repris une exploitation familiale, et là elle est déjà passée à 10% en bio, et elle a cédé quelques hectares à un maraîcher qui voulait s'installer en bio. Donc moi je dis ce genre de personnes, il faut les pousser. Il faut les pousser là-dedans. Et un autre point, que je ne savais pas si j'allais aborder ou pas, polyculture élevage. Élevage de vente Salers, vente donc de viande à la ferme. Je suis végétarien, par limite végan, mais végétarien. Donc oui, d'un côté tu te dis c'est pas vers ça que tu as envie d'aller parce que tu veux aller tout ça. Par contre l'animal est important dans une ferme par rapport à l'écosystème, et même si tu sais que les pauvres petites bêtes vont finir comme on sait, quelqu'un qui veut nourrir ses bêtes avec ses productions et qui veut améliorer leur confort de vie pendant leur vie avec les arbres, etc., est-ce qu'on peut vraiment fermer la porte à ça? Après, je verrai dans l'avenir si je le passe plutôt à quelqu'un d'autre ou pas, mais voilà, plutôt d'essayer d'ouvrir tout ça. Oui. Est-ce que tu as un projet en cours ou à venir pour sensibiliser des décideurs locaux, que ce soit des chefs d'entreprise, les faire venir, visiter, sensibiliser, pareil pour des élus ou des agriculteurs à grande échelle, les élus, c'est en partie département ou plus large dans la région. Ouais. Les élus, c'est en partie fait, pour une partie, parce que quand on a co-organisé les RNP en 2017, vous savez qu'il y a toujours 3 personnes
Donc moi c'était Permapi, Brin de Paille, et la troisième partie c'était la commune de Coucy-le-Château et la communauté de communes du Val de l'Aisne. C'est-à-dire que la troisième personne était une collectivité, on était sur un lieu public. Voilà. Donc, tout doucement. Hein. Et les décideurs sont venus? Oui, les décideurs sont venus, étaient là. Patrick Co était aussi beaucoup présent. Ouais, et puis ils nous ont, enfin pour ceux qui étaient là, hein, vous avez vu, on avait plein de barnums, l'infrastructure, un gymnase, etc. On a tout eu gratuit. Et les employés municipaux sont venus nous monter les tonnelles. Et l'eau? Et ils nous ont amené l'eau et tout. Donc oui, ils étaient impliqués. Ils n'étaient pas que loueurs, ils étaient impliqués dedans. Ils sont venus dérouler avec nous les tapis dans le gymnase. Enfin voilà, il y a eu partenariat avec Gincob qui nous a donné les 12 toilettes sèches gratuitement en échange de quelques achats dans leur coopérative, dans leur boutique. Donc ouais, il y avait vraiment une synergie locale, collectivité derrière ça. Il suffit de parler, hein, d'être simple et puis de parler. Et les scolaires? Est-ce que vous sensibilisez les scolaires aussi? Alors je l'ai fait au début, moins maintenant, avec un des ateliers Créa Nature et Brico Récup, où j'allais dans le temps d'accueil périscolaire, l'étape. Maintenant c'est plus difficile. C'est soit ils ne peuvent pas se déplacer, ou ils n'ont pas de budget, ou c'est compliqué, mais il faut. Oui. Est-ce qu'on pourrait vous retrouver, mis à part sur votre site ou sur le virtuel? Est-ce que vous parlez de formation tout à l'heure? Physiquement parlant mes formations se font pour l'instant à Jumoncourt sur notre lieu de vie, dans l'Aisne. Après, un CCP prévu en mai. À la maison, pas à la maison. Est-ce que 30 personnes à la maison ça passe ou 20, ou qui cuisine, ou on campe? Comment on se gare? Enfin voilà. T'as connu hein? La joie du premier. Voilà, la joie du premier. Donc oui, voilà. Pour l'instant, on reste vraiment local. On ne s'est pas trop exporté pour l'instant. À part avec Gidas quand on a co-animé dans son coin. Mais voilà. Souvent, ça part un peu dans la culture d'une envie, d'un rêve, d'un idéal. Et je me demandais, du coup, maintenant que tu es diplômé, quel est ton rêve pour la permaculture, ou quelle action tu veux mener, tu dois essayer de de sortir de ta bordure pour aller s'aimer un peu plus loin, tu vois. Ouais. Un peu ça. Bah, j'avoue que c'est pas encore complètement dessiné. En toute franchise, je sais pas. Je sais que je veux continuer dans l'interaction avec plein de personnes, de groupements, etc. Les optiques qu'on prend pour l'instant, c'est de mélanger le développement personnel avec la permaculture. On est un couple comme ça, donc on peut aussi le transmettre. Le côté humain, à pas négliger là-dessus. Et à voir, avec le monde de l'entreprise, il y a des ouvertures, avec le monde de la formation aussi. Parce que former, c'est bien, mais il y a aussi des... Enfin, on apprend à former, ou on l'a en soi, mais enfin, c'est un peu flou pour l'instant. En tout cas, de continuer à avancer. Là, c'est vrai que j'ai beaucoup donné pendant toutes ces dernières années, mine de rien. Et voilà, là, il y a le besoin de poser un peu tout ça et de voir maintenant dans quelle direction on fait et de ne pas en prendre 36. Parce que mine de rien, les RNP, le Corloc, le référent, le machin, même Permapi, je l'ai mis en statu quo depuis 1 an. Parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi se ménager un petit peu soi. Donc c'est prendre vraiment un focus et puis plonger dedans. Donc un peu flou pour l'instant, mais allez-y. C'est bon? Ouais. Ok. Merci. Merci beaucoup. Bah voilà, c'est fait. C'est bien. C'est rejoué. Ah, c'est pas évident de résumer tout ça. Hein. Tu es obligé de faire des choix. Comment? Tu es obligé de faire des choix, mais c'est bien envoyé là. Vous avez de l'idée là sur une heure. Voilà. Puis après le reste c'est en ligne. Camille, région parisienne, oui, mais j'ai dénoncé le l'an dernier. L'isolation extérieure, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer par rapport aux mairies?